Bonsoir et merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Audience au palais de la Marina vendredi dernier. Le vice-président de la République du Nigeria reçu dans l'après-midi par le chef de l'État, Romuald Wadaini. Hors du Bénin, en Colombie, le président élu indique qu'il va rompre les relations diplomatiques avec Cuba et le Nicaragua. En sport, préparatif Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA Pologne 2026. Le sélectionneur national lance la première phase de préparation avec un groupe de 24 joueuses. À nouveau, bonsoir. Après le séminaire des femmes organisé les 24 et 25 juillet dernier sur le thème « Dieu à la recherche d'une femme de prière », World Prayer Mission, la mission mondiale de prière a démarré ce lundi, toujours sous la conduite du CEPEB, Conseil des Églises protestantes évangéliques du Bénin, un séminaire, mais cette fois-ci à Porto-Novo, et le dit séminaire est dénommé École des évangélistes. Le séminaire est ouvert à tous et prend fin demain. Plus de précisions avec le président du CEPEB. Nous avons suivi cette formation l'année dernière à l'église CIR de Cotonou. Ce sera aussi à l'église CIR de Porto-Novo. Oui, c'est un enseignement pour les pasteurs, les évangélistes et tous ceux qui s'intéressent à l'évangélisation. J'y serai et chacun recevra aussi un manuel gratuitement. Il faut ajouter que ce séminaire est gratuit. À la fin de cette première journée du dit séminaire, le révérend Namso Choi donne ici quelques informations. C'est le moment pour le Bénin de proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur et un nouveau réveil est sur le point de commencer. Les pasteurs Bénin ont déjà un bon ministère pour les membres de leur église. Je veux que l'église au Bénin ait un seul message, Jésus-Christ seul, Jésus-Christ la résurrection, Jésus-Christ le seul chemin du salut. Le séminaire prend fin demain à Porto-Novo et parlons toujours de World Prayer Mission. L'homme étant fait non seulement d'un esprit et d'une âme, mais aussi d'un corps. Eh bien, World Prayer Mission, avec à sa tête le révérend Dr Namso Choi, accompagné de toute une équipe de médecins de la Corée, organise depuis vendredi dernier une opération médicale. Et c'est à l'hôpital Bethesda, si à Ouagede, eh bien, c'est cet hôpital qui abrite la dite opération. Depuis ce vendredi jusqu'à ce jour, l'hôpital grouille de monde, beaucoup plus que d'habitude. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin a interviewé à ce sujet pour vous le révérend docteur Koumabe Bossou et quelques patients rencontrés sur le terrain. Oui, je voudrais, c'est toute la population, nos épouses, nos sœurs, même nos frères qui ont des soucis de santé peuvent se rendre à l'hôpital Bethesda pour pouvoir se faire consulter. Et elles auront les médicaments gratuitement par l'équipe coréenne qui est là. La consultation continue à Bethesda jusqu'au 28-29. Il faut s'y rendre seulement et ils vont retrouver le local où se trouve l'équipe coréenne et ils vont faire la consultation, c'est gratuit et recevoir les médicaments gratuitement. Si a besoin des injections, puisque le chef de l'équipe, le Dr Kim, lui-même aussi est un ophtalmologiste, si des gens qui ont des problèmes d'ophtalmologie, il va les prendre en charge. Je suis venue pour contrôler ma santé. C'est à cause de ça que je suis ici. Donc, c'est les Blancs qui sont venus de Corée pour faire la consultation à quiconque est malade et surtout les femmes au Bénin, les servantes de Dieu au Bénin.
dokpo bo ena gbo ise onuyen ena gbo nu mi bi e wa ti me de na nu gbo ati menu mi e do na nu dokpo zanzan dokpo wo me dokpo gbada azon aton gbe dokpo nu dudu wa igudo na nu du ene na ba ko bi sese bo evi mi ta bo ndo petu ma do ma wo na ze e ntete tunda garu gamo do Jesus in come. Il faut dire que cette consultation gratuite avec, si possible, don de médicaments gratuits est ouverte à tout Béninois, hommes comme femmes. Et on poursuit cette édition. Le modèle béninois d'industrialisation continue de susciter l'intérêt au-delà des frontières béninoises. En visite officielle à Cotonou, le vice-président de la République du Nigeria a été reçu dans l'après-midi du vendredi dernier par le président de la République, Romuald Wadagni. Une audience axée sur le renforcement de la coopération économique. Suivez ce reportage. Entre le Bénin et le Nigeria poursuit sa dynamique. Au palais de la Marina, le président de la République, Romuald Wadagni, reçoit le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Kashim Shettima. Au menu des échanges, coopération, industrialisation et développement économique. Le Nigeria regarde de près l'expérience béninoise, notamment le modèle de transformation locale des produits agricoles. Un modèle qui séduit, un modèle que Abuja souhaite adapter à ses propres ambitions industrielles. We are here in Benin Republic. Nous sommes au Bénin pour découvrir un modèle africain de réussite, la zone industrielle de Glodjigbe, la GDIZ. Au Nigeria, nous mettons également en place 8 zones spéciales de transformation agro-industrielle. Nous sommes convaincus que l'expérience béninoise a beaucoup à nous apprendre. Au-delà de notre proximité géographique, le Nigeria et le Bénin partagent une histoire commune. Je suis convaincu, comme beaucoup le pensent, que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui pourrait nous diviser. J'ai également tenu à réaffirmer au président Wadagni la solidarité du Nigeria face au terrorisme et aux autres formes de criminalité transfrontalière. Nous resterons unis. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du dialogue engagé entre les deux pays. Elle intervient quelques semaines après le déplacement du président Romuald Wadagni à Lagos, où le président Bola Tinubu l'a déjà reçu. Le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a également effectué une descente sur la zone industrielle de Glodjigbe pour s'imprégner de l'émergence industrielle. On retrouve le vice-président du Nigeria qui apprécie les travaux industriels. Des poignées de main, des échanges chaleureux, puis une immersion au cœur de la plus grande plateforme industrielle du Bénin. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria et la délégation qui l'accompagne découvrent les installations de la zone industrielle de Glodjigbe. Au fil de la visite, les responsables de la GDIZ présentent les différentes étapes de la chaîne de valeur. D'abord, le centre de formation au métier du textile. Ici, le vice-président et sa suite découvrent un site qui accueille et qui forme plus de 100 jeunes dans le textile. Place ensuite aux usines du BTEX Bénin Textile, où le coton béninois est transformé en fil, puis en tissu et enfin en vêtements destinés aux marchés internationaux. Dernière étape de la visite, les usines de transformation de cajou et du soja. Nous sommes impressionnés par ce que nous avons vu ici et nous souhaitons vraiment convier le gouvernement et le peuple béninois à poursuivre l'industrialisation. Ils tiennent le pari d'un environnement propice aux affaires et aux industries. Soyez certains que nous allons répliquer l'expérience du Bénin au Nigeria. Pour le Bénin, cette visite revêt un enjeu économique majeur. Le Nigeria étant le plus gros marché de la sous-région constitue un débouché stratégique pour les produits transformés au Bénin. On parle d'intégration africaine. Le Nigeria est le plus grand partenaire du Bénin. Nous voulons tout faire pour fluidifier les relations avec le Nigeria, qui est notre marché économique. Vous voyez, au plus haut sommet de l'État, le gouvernement s'est déplacé pour venir voir Glodjigbe. C'est comment faire pour travailler ensemble, pour ouvrir des portes pour les investisseurs bénino-nigérien. À travers cette visite, le Nigeria témoigne de l'intérêt qu'il porte sur le modèle industriel béninois. Une reconnaissance qui conforte la GDIZ dans son ambition de devenir une référence de l'industrialisation dans la sous-région.
Allons maintenant hors des frontières béninoises. La RDC recense déjà 3015 cas d'Ebola, dont 1354 décès dans l'est du pays. L'Ougandais Olara Otunu devient le 7e candidat à la succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Le président colombien lui annonce la rupture avec Cuba et le Nicaragua dès le 7 août. La compilation de l'actualité internationale porte plutôt la signature de Félicité Bouton-Dabois. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée d'Ebola dans l'est du pays. Au 26 juillet, 3075 cas, dont 1354 décès ont été recensés dans 5 provinces, principalement en Ituri. Déclarée en mai, cette 17e épidémie est due au virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe actuellement ni vaccin homologué, ni traitement spécifique. Un premier volontaire a toutefois reçu vendredi un vaccin expérimental développé par l'université d'Oxford. La course à la succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU compte désormais 7 candidats. L'Ougandais Olara Otunu, 75 ans, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies et ex-ministre des Affaires étrangères, a officiellement été présenté par son pays. Il devient le 2e candidat africain après le Sénégalais Macky Sall. Le Conseil de sécurité doit organiser un premier vote indicatif le 30 juillet avant de transmettre son choix à l'Assemblée générale. En Colombie, le président élu Abelardo de la Espriella affiche déjà sa ligne diplomatique. Soutenu par les États-Unis, le chef de l'État annonce qu'il rompra les relations diplomatiques avec Cuba et le Nicaragua dès son entrée en fonction le 7 août. Il affirme vouloir éviter tout lien avec ces deux gouvernements qu'il qualifie de tyrannie. Par ailleurs, son administration prévoit de fermer 15 consulats et 14 ambassades, une mesure qui doit permettre de réorganiser le réseau diplomatique colombien. On revient au pays pour parler des Amazones U20 du Bénin qui ont désormais leur regard tourné vers leur grand rendez-vous mondial. En prélude à la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA Pologne 2026, le sélectionneur national Abdoulaye Ouzerou a lancé la première phase de préparation avec un groupe de 24 joueuses. Un regroupement placé sous le signe du travail acharné, de la cohésion et de l'ambition. Suivez plutôt. C'est avec ce premier groupe que Abdoulaye Ouzerou démarre la préparation de la campagne polonaise. Une première phase regroupant essentiellement les joueuses évoluant au pays et sur le continent. Bientôt une semaine, on est ensemble pour leur rappeler les bases et nos principes de jeu parce qu'il y a un groupe quand même assez élargi, il y a beaucoup de nouvelles filles qui sont là. Donc c'est important qu'elles puissent déjà avoir une idée de la façon dont nous jouons. Et en même temps, on est bien obligé quand même de faire la préparation physique. En cette période où les championnats sont à l'arrêt, le sélectionneur national veut s'entourer des garanties nécessaires, travailler à maintenir les présélectionnées compétitives. Voilà, nous sommes sur la première semaine. Donc physiquement, il y a beaucoup de travail à faire. Tout à l'heure aussi tactiquement, il y a des choses à remettre en place encore parce que comme j'ai dit, c'est vrai, elles n'ont pas tout oublié, mais il faut quand même rappeler parce que ça fait quand même un moment qu'elles ont fini les championnats, donc on essaie encore de stimuler le corps mais aussi le cerveau. La bulle est créée, le travail sur le collectif et la progression individuelle se poursuit avec comme cible dans le viseur septembre 2026. On travaille bien, le coach nous donne des consignes, on essaie de pratiquer ce que le coach nous dit et puis je pense que ça va. On est prêt quand même à affronter le défi qui est devant nous. Prévu pour se dérouler en 3 phases, la préparation des Amazones U20 pour la première Coupe du Monde féminine, toutes catégories confondues, peaufine les dernières finitions pour faire une bonne impression en septembre prochain en Pologne.
C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition. Toute l'équipe, par ma voix, vous remercie pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la télévision Maranatha Bénin.